On se retrouve à l'aube du 6 juin 1944. Les hommes de la première division d'infanterie américaine descendent du flanc des cargos vers leurs barges de débarquement. La mer ballotte les petites embarcations et donne le mal de mer aux soldats déjà exténués par la traversée de la Manche. Les barges forment alors une ligne et commencent à se diriger vers la côte. Dans quelques minutes, ils débarqueront sur Omaha Beach. En réalité, des hommes avaient déjà débarqué sur le secteur prévu de la première division. Ce sont les hommes du génie de l'équipe 14 qui ont cru que leur hache était fixée à 6h20. Les hommes débarquent par les deux petites rampes du LCM avant qu'un obus ne déchire l'avant du bateau, mettant hors de combat la majorité des hommes. Vient ensuite les tirs de mitrailleuses venant du WN-62, notamment la MG-42 de Heinz Severlo, qui cloue au sol les hommes débarqués. Le navire finit par se retirer, laissant les hommes à leur funeste destin. Au large, bien que les barges se soient organisées sur une même ligne, à 4 km de leur secteur respectif, la première vague est loin d'atteindre la plage en formation ordonnée. Le courant ouest-est a fait échouer un débarquement simultané et fait dériver les embarcations. Enfin, à 6h34, les premières barges touchent la plage d'Omaha. Au milieu des hommes de la première division arrive, de manière complètement dispersée, la compagnie E, du 116e RCT de la 29e division. Elle aurait dû débarquer sur Dock Green, mais après une dérive de plus de 2 km, elle arrive près du WN-61 et 62. Les pertes sont importantes, et la confusion est totale pour les hommes qui arrivent au talus de Galets. Dans le même secteur, une autre compagnie E, celle de la première division, débarque éparpillée sur près de 800 mètres. Les désorganisations et les tirs allemands sont si intenses que les hommes trouvent rarement la volonté de dépasser la limite de l'eau et du sable. Elle perdra, ce matin-là, 105 hommes. La compagnie F subit le même sort que la compagnie E et est éparpillée sur 1000 mètres, du WN-62 à la sortie F1. Les pertes sont donc disparates en fonction des secteurs. 4 des 6 LCA de la compagnie F arrivent devant le WN-62 et perd un tiers de ses effectifs en traversant la plage. Les deux autres arrivent devant le WN-61 et n'enregistrent que 7 pertes durant leur traversée. Le courant est si important que des compagnies dérivent vers Port-en-Bessin. Perdant 2 barges sur leur trajet, la compagnie I arrive avec 30 minutes de retard. La compagnie L est l'unité qui est la plus à l'est de la plage. Sur le chemin, elle perd une péniche et va aussi arriver avec beaucoup de retard à cause de sa dérive. Le 741e bataillon de chars doit débarquer pour soutenir l'infanterie. Mais contrairement au 743e bataillon, les chars ne sont pas directement débarqués sur la plage, mais largués dans la mer avec leur système Didi. Les chars qui ne coulent pas arrivent à 6h35. Seule la compagnie A débarque directement sur la plage. Ils sont immédiatement pris à partie par l'artillerie allemande qui en détruit 2. À 6h45, le seul tank Dozer à être arrivé sur la plage est foudroyé par le canon 88 du WN-61. Des 8 chars Didi de la compagnie B, seulement 3 arrivent vers 7h. Tous les autres ont coulé. Pour la compagnie C, aucun char ne va toucher le sable normand. Il repose toujours au fond de la mer, devant la plage d'Omaha. Avec le débarquement qui a lieu sur toute la plage d'Or, les pièces d'artillerie allemandes du 352e régiment d'artillerie font pleuvoir un déluge de feu et d'acier. En même temps que l'infanterie débarque, arrivent les hommes du 299e Engineer Combat Battalion. Ces soldats posent le pied sur Easy et Fox, avec quelques minutes de retard à cause de la lenteur du transport de la dérive vers l'est. 2 LCM sont retournés par l'artillerie, puis les survivants arrivent sur la plage, sous une pluie de balles. Quelques sapeurs qui ont atteint la plage tirent leur radeau pneumatique chargé d'explosifs. Il faut savoir que ces sapeurs ont les poches remplies d'explosifs, ce qui fait qu'une fois touchés par les tirs allemands, ils se transforment bien souvent en boules de feu. Les embarcations ayant dérivé, les fantassins comme les sapeurs sont dans un désarroi très sérieux, car ils ne peuvent exécuter leur mission prévue par le plan. Les sapeurs ne baissent pas pour autant les bras, et arrivent
à ouvrir des couloirs dans les obstacles. Ils arriveront même à ouvrir un large espace entre le WN64 et la sortie E1. La première vague de la première division est loin des résultats convenus. Quand les rampes s'abaissent, les premiers hommes sont souvent fauchés par les mitrailleuses. Les soldats derrière poussent alors leurs camarades morts pour arriver dans 1 mètre d'eau. Ils se cachent derrière les piètres abris des obstacles qui se révèlent parfois être un piège car certains ont une mine au bout qui explose quand on leur tire dessus. Les unités se retrouvent souvent à court d'officiers. Et de manière générale, tout est confus sur la plage. Quand certains secteurs sont vides d'assaillants, d'autres voient les Américains s'entasser sous un feu intense. Partout des blessés rampaient et gémissaient. Il n'y avait pas moyen de se replier. Le seul moyen de quitter cette plage est d'avancer. À partir de 7 heures, les premières péniches de la seconde vague abordent la plage. Elle est divisée en 5 échelons qui doivent s'échouer à intervalles de 10 minutes. En même temps que la seconde vague, arrivent les retardataires de la première. Les péniches de la compagnie L sont déplacées par le courant jusqu'au secteur Fogshred. Elles n'atteignent la plage que vers 7 heures, où elles sont accueillies par des tirs de barrage qui foudroient 2 péniches, puis par des tirs de mitrailleuses venant du haut de la falaise. Les GI s'élancent et essaient de s'abriter des tirs derrière les chars, puis sous la falaise. Des 180 hommes de la compagnie, 79 vont atteindre l'abri de la falaise. Dans le même temps, les 6 barges de la compagnie, 2 sombrent dans la mer, et 4 autres sont dérivées vers Port-en-Bessin. Contraintes de faire demi-tour, elles débarquent sur Foxred vers 8 heures. Pour la seconde vague en elle-même, la compagnie K débarque sur Foxgreen avec une péniche en moins. Elle débarque en 2 groupes. 3 LCA débarquent sous la protection de 4 chars, et 3 autres sont pris sous un violent tir de MG. 53 hommes vont se faire tuer sur la plage. La compagnie G débarque sur Easy Red, à l'est du WN62. 6 barges arrivent au milieu des hommes du génie qui sont en plein travail, autour des 3 chars qui brûlent et traversent la plage. C'est 80 GIs qui sont tués par les tirs du WN62. Malgré ses pertes, en arrivant à Lu, la compagnie reste encore organisée, ce qui lui permet d'installer ses armes de soutien pour faire feu sur les positions allemandes. À 7h10 arrive la compagnie H et M sur Foxgreen. La compagnie M perd l'une des péniches à cause des tirs d'artillerie. Elle subit de lourdes pertes sans pour autant être anéantie. La compagnie H traverse la plage sous le feu violent du WN61 et 62 qui lui fait perdre presque tout son matériel. En arrivant à Lu, sous le WN61, sur 180 hommes, 97 ont survécu. Des destroyers commencent à s'approcher de la côte pour faire feu sur les positions allemandes. Les chars qui circulent sur la plage font de même. 3 chars se sont enlisés sur le talus de Galéan devant le WN61 et canonnent les points d'appui. 3 compagnies du 1er bataillon touchent le sable sous l'actuel cimetière américain de 7h30 à 7h40. La compagnie B et C arrivent à l'ouest du WN62. La compagnie A connaît des difficultés et se retrouve coincée devant le fossé anti-char sous le WN64. La compagnie essaie de traverser le champ de mine, mais c'est une terrible erreur. C'est un carnage. 45 hommes et 3 officiers sont tués. Les survivants se dirigent alors vers l'est et finissent par rencontrer les hommes de la compagnie E. À 7h30, le QG reçoit le rapport du 16e régiment qui indique que la situation est critique, qu'aucune progression n'a été faite et que les pertes sont très élevées. Au même moment, dans le secteur compris entre le WN64 et 62, les GIs effectuent une percée. Malgré le terrain marécageux et miné, une section de la compagnie E et 2 sections de la compagnie F, ainsi que des hommes de la compagnie G, entament leur progression. Une brèche est ouverte dans les barbelés, mais les hommes sont rapidement arrêtés par les mines et les tirs du WN62. Les GIs finissent par dégager un chemin pour escalader la pente. Plus à l'ouest, 2 sections de la compagnie E coupent le réseau de barbelés avec une pince, avant d'être aussi arrêtés par le champ de mine. Ces hommes sont rapidement rejoints par la compagnie G de la 2e vague. Les hommes commencent alors leur ascension, mais une mitrailleuse installée en haut de la crête les force à se mettre à couvert. Après l'avoir neutralisé à la grenade, les GIs reprennent l'ascension, mais non sans une certaine désorganisation. La compagnie finit par se réorganiser en haut pour avancer vers le sud à 9h. Légèrement plus à l'ouest, les 23 hommes d'une section de la compagnie E
arrive en même temps que les premiers hommes de la compagnie G, continue vers le WN-64 et l'attaque par l'arrière, ce qui surprend les Allemands. Va s'en suivre 2 heures de combat où les GIs finiront par venir à bout des défenseurs et feront 21 prisonniers. Devant le WN-61, malgré la couverture des chars, les hommes ont beaucoup de mal à arriver au WN, et ce à cause des tirs d'une MG, que les GIs, encore valides, finissent par prendre d'assaut. Le tireur de la MG se rend immédiatement. L'un des premiers prisonniers de la plage d'Omaha indique que c'est un Polonais et qu'il n'aurait pas voulu se battre, mais qu'un sergent allemand l'aurait forcé à tirer. Malgré l'assaut sur le WN-61, c'est la brèche entre le WN-62 et le WN-64 qui est la plus grande percée d'Omaha. C'est alors qu'arrive le colonel Taylor avec le second élément du commandement à 8h15. En voyant le désordre, le colonel réorganise ses hommes sans se soucier de leurs unités et les envoie à l'assaut. À 8h, le débarquement est loin d'être une réussite. Les compagnies sont mélangées, les communications sont inexistantes et beaucoup de matériel est perdu. Les unités sont immobilisées au pied des talus. Toute action semble paralysée. Au large, le général Bradley envisage de rembarquer les survivants pour les redéployer sur Utah et Gold. Mais voilà que les premiers rapports indiquant la timide percée redonnent de l'espoir. Ainsi, les pertes pour la seconde vague sont déjà moins importantes. Certaines compagnies arrivent dans des secteurs non défendus, et la plage offre tellement de cibles que les Allemands ne peuvent pas tirer sur tout le monde. Sur Fox Green, vers 8h, la compagnie L quitte l'abri de la falaise pour avancer vers la sortie F1. Au même moment, 4 des 6 LCA de la compagnie, après avoir dérivé vers Port-en-Bessin, arrivent sur Fox Green. En arrivant, 2 barges sont foudroyées par l'artillerie. La 3e touche une mine, et la dernière s'empale sur un obstacle. Il est 8h30 quand les 3 sections de la compagnie L se lancent à l'assaut du vallon à l'ouest du WN-60. Arrivés en haut, 2 sections obliquent vers le point d'appui, pendant que les 2 autres partent vers le sud pour établir une ligne de défense au nord de Cabourg. La dernière section continue son chemin sur la plage, mais en vue du feu venant du WN-61, elle se replie et passe par la sortie F1. Sur son chemin, elle récupère 2 sections de la compagnie K, une section de la compagnie, ainsi que des hommes de la compagnie L et des éparpillés de la compagnie E. Le WN-60 subit alors des tirs d'un destroyer ainsi que des chars. À la fin du bombardement, c'est 248 GIs qui se lancent à l'assaut de la position. Après 30 minutes de combat, à 9h, le point d'appui tombe et les Américains font 31 prisonniers. Le WN-60 est le premier point d'appui à tomber sur Omaha. Pendant que la compagnie L s'avance vers le WN-60, le colonel Taylor parcourt la plage courageusement pour encourager ses hommes. Il leur dit qu'il n'y a que 2 sortes de soldats, les morts et ceux qui vont mourir. Donc, quittons cet enfer. Ces hommes, des compagnies G et F, sont déjà en haut de la crête pour attaquer le WN-64 et avancent vers l'intérieur des terres. Sur le chemin des hauteurs, des soldats, souvent de génie, déroulent d'étroits rubans pour indiquer l'espace déminé. Le débarquement américain se poursuit maintenant en permanence, mais voilà que sur la plage se produit une stagnation des forces américaines au milieu des véhicules en flammes sur une plage rouge de sang. Le choc de la collision avec des défenseurs allemands déterminés ont provoqué la résignation et le désespoir chez bon nombre de GI qui ne trouvent plus la force d'avancer. À 8h30, le commandement du 7e bataillon de plage de la marine stoppe le débarquement de véhicules en vue de la situation. Le combat se poursuit cependant avec les destroyers et les chars qui ne cessent de faire feu sur les positions allemandes. Sur le navire QG, le SS Augusta, le général Bradley et ses officiers observent à la jumelle le désastre d'Omaha. Ils sont embarrassés car ils ne reçoivent aucun rapport des hommes sur la plage. Seuls les marins qui reviennent de la plage fournissent des informations, et ils parlent de pertes terribles et d'un chaos incroyable. Sur la côte, vers 8h45, les Américains pénètrent de plus en plus dans les terres. Entre le WN-62 et le WN-64, les 48 soldats survivants de la compagnie H entament leur progression vers les hauteurs. À 9h, le général Bradley envisage sérieusement de faire évacuer la plage, car toujours sans bonne nouvelle. Mais il ne pouvait se permettre de laisser un espace aussi grand entre le secteur britannique et le secteur d'Utah Beach.
de même qu'une opération de rembarquement aurait causé des pertes encore plus terribles qu'elles ne le sont déjà. Le général décide alors de poursuivre l'assaut. À 9h20, il déclenche un nouveau barrage plus précis sur les défenses allemandes. Les champs de mines et les réseaux de barbelés sont mis en morceaux. Chaque homme, qu'il soit américain ou allemand, ne tente plus que de survivre dans cet enfer. Il est maintenant 9h30. La compagnie G est sur l'actuel emplacement du cimetière américain. La progression vers le sud, qui est l'actuelle route d'accès au cimetière. Sur ce chemin, la compagnie s'attaque à une zone de bivouac située au nord-ouest de Colville. Les combats s'éterniseront jusqu'à midi, au prix de 12 hommes. Mais la compagnie est heureusement rejointe par une section de la compagnie F et 2 sections de la compagnie E. Le WN-62 se trouve maintenant menacé sur son flanc ouest. De plus, la prise du WN-60 et 61 confirme que le flanc oriental de la défense allemande est en très mauvaise posture. Les hommes de la première division sont en train de prouver que ce sont de véritables professionnels capables, dans de terribles conditions, de créer une tête de pont. À 9h45, le feu roulant s'arrête sur la baie. Pèse maintenant un nuage qui obscurcit les hauteurs. Les défenseurs commencent à subir des pertes sérieuses, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et devant les vagues d'assaut qui suivent, les Allemands continuent à faire subir aux Américains un feu intense. Du haut du WN-62, on pouvait apercevoir un spectacle dantesque. Le bombardement avait haché les défenses, et sur la plage, pleine de cadavres, on n'aperçoit presque plus l'eau de la mer, tellement il y a d'embarcations. Pourtant le point d'appui tient toujours, couvert par les tirs d'artillerie devant le point. À 9h50, le commandement de la première division, le major général Humnert, reçoit un compte-rendu de la situation sur la plage. Il apprend qu'elle est surchargée de véhicules et que les troupes sont encore sous un violent bombardement. Wemner ordonne alors de faire débarquer le 18e régiment sur Easy Red. Autour de 10h, le premier bataillon du 18e régiment commence à débarquer. Mais en vue de la marée montante, les obstacles deviennent des pièges redoutables pour les barges. En plus de cela, le 115e régiment de la 29e division, qui devait débarquer sur Dog Red, se retrouve sur Easy Red. Ce secteur devient donc le plus surchargé et le plus sanglant de la plage à cause des tirs d'artillerie et des tirs du WN-62. À partir de 10h, de plus en plus d'hommes montent sur le plateau par le chemin ouvert par la compagnie G. La compagnie et d'autres éléments finissent par atteindre la RN 814 pour ensuite se diriger vers Colville. À l'est, sur le chemin, ils aperçoivent la 5e compagnie du 915e Grenadier Regiment. Les Américains s'embusquent dans la haie et abattent presque tous les hommes de la compagnie. Ils poursuivent ensuite leur avance pour être accueillis par des tirs venant d'une maison. Sur le WN-62, à 10h15, les Allemands font encore feu de tout bois. C'est alors que le destroyer Harding repère l'un des 76 mm du point d'appui, qu'elle réduit au silence. Simultanément, un char détruit le canon de la seconde casemate. À 11h, pendant que le WN-64 tombe aux mains des 23 GIs, des renforts de la compagnie E arrivent et se mettent en marche en direction de Colville. À la même heure, sur la plage, la marée a atteint son plus haut niveau et rejette les embarcations détruites ainsi que les morts. Il est maintenant midi. Les batteries d'artillerie allemandes commencent à manquer de munitions, et ce, à cause des avions alliés qui mitraillent tous les véhicules repérés. Sur la côte, les Américains se mettent lentement en ordre dans le chaos de la matinée. Mais sur Easy Red, la situation est encore difficile, à cause de l'encombrement qui rend tout déplacement impossible. Dans les autres secteurs, comme sur Fox Ruin, à 12h20, les bulldozers commencent à ouvrir des brèches dans les talus de galets entre le WN-61 et 62. Les premiers chars s'engagent, mais sont rapidement arrêtés par le fossé. À 13h30, les derniers survivants du WN-62 s'accrochent encore, mais commencent à rompre devant l'avance américaine. Les défenseurs, s'ils ne sont pas morts, se replient individuellement sans réelle cohérence. En bas, à l'entrée de la vallée, c'est plusieurs centaines d'Américains qui s'amassent pour ouvrir la sortie de plage. Pendant ce temps, à 14h30, autour de Colville, les combats sont de plus en plus violents. Des hommes escaladent la vallée de la Révolution, pendant que d'autres montent le talus escarpé près de l'ouest de la vallée pour éviter les obus allemands. Les derniers récalcitrants du WN-60
finissent alors par décrocher en vue de l'avancée américaine. 1 heure plus tard, les défenseurs allemands sont complètement dépassés par l'ampleur de l'assaut. Ils n'ont pas les moyens de rejeter les Américains à la mer. Ce n'est pas pour autant qu'ils abandonnent le combat. Sur la plage, la marée redescend, laissant derrière elle les épaves et les carcasses de véhicules, ainsi que des cadavres. Il est maintenant 15h30. Le WN-62 est presque totalement abandonné. Ne reste que l'Oberlieutenant Frerking qui quitte son poste d'observation. C'est à cet instant que la MG de Heinz-Verlo va se taire. Il a tiré près de 12 000 coups. Le canon brûle l'herbe tellement il est brûlant. Le soldat quitte alors sa position et se replie, avec les 8 derniers hommes du point. 6 seront tués durant leur retraite. C'en est fini du WN-62. Autour de Colville, les GIs sont de plus en plus nombreux, venant de tous les côtés. Des tirs venant du clocher tuent 16 Allemands. On décide alors d'attaquer l'église à coups de Panzerschreck. Après avoir détruit le clocher, les soldats investissent l'église et découvrent non pas des Américains, mais 3 résistants français. Pendant ce temps sur la plage, les bulldozers ont en partie refermé le fossé anti-char devant le WN-62, ce qui permet au premier blindé de remonter la route. Mais en arrivant au niveau du point d'appui, le char de tête est touché par un obus d'impact, qui se trouve sur le flanc oriental. Les 4 hommes de la pièce quittent aussitôt leur position pour se replier. Le char coince considérablement l'avance américaine sur Colville, puisqu'il bloque l'unique route entre la plage et le village. Les sapeurs nivellent alors le chemin entre la sortie E3 et la sortie F1. Les véhicules peuvent ainsi rouler vers l'arrière-pays par la vallée de la Révolution. C'est 17 chars qui montent le chemin jusqu'au soir, mais ils n'iront pas plus loin que la route côtière. Pendant que les hommes du génie ouvrent un passage, le débarquement continue sur la plage, qui est de nouveau à marée basse. Les beachmasters dressent des panneaux visibles à grande distance pour guider les embarcations de débarquement. Les blessés commencent à être évacués à 19h vers les navires de transport. Les brancardiers doivent alors emmener les blessés sur une plage à marée basse, une mission parfois périlleuse en vue des quelques obus qui tombent encore. La logistique se met peu à peu en place, du matériel commence à arriver, et les soins sont aussi accélérés pour les blessés qui vont être évacués pendant la nuit. À 21h45, la situation sur Colville est très confuse. Le WN-63 est encore aux mains des Allemands. Le 18e RCT est au sud du village, mais est toujours bloqué par les Allemands. À la tombée de la nuit, des soldats de la première division se trouvent en bordure sud-ouest de Colville. Des éléments ont même avancé vers Surin. À 23h, la nuit est tombée sur Homa. Les Américains stoppent alors leur débarquement, pendant que sur la plage, les derniers véhicules remontent vers l'intérieur des terres. Le bilan de cette journée, pour la première division, comme pour les forces allemandes, est assez décevant. Déjà, des 2400 tonnes de matériel prévu, seulement 100 tonnes sont arrivées, et dont une grande partie a été détruite sur la plage. Des dizaines d'épaves de véhicules et d'embarcations ont été mis hors de combat. Malgré des pertes effroyables, les hommes de la première division ont réussi à avancer sur près de 1500 mètres, mais ils sont encore aux prises avec les Allemands retranchés dans Colville, village qui sera évacué par les Allemands vers minuit. Les hommes de la première division américaine, les meilleurs guerriers de l'armée US, selon eux, ont donc, en cette journée du 6 juin, fait les frais de défenseurs, certes, 100 fois moins nombreux qu'eux, mais avec une détermination incroyable. Leur masse va leur permettre néanmoins de percer les défenses, grâce surtout aux espaces non défendus par les Allemands. Mais il leur faudra des heures de combat pour venir à bout des WN. Les hommes de la Big Red One n'auront même pas la force nécessaire pour s'emparer du village de Colville. Leur avancée, sur plus de 1000 mètres à l'intérieur des terres, aura coûté à la première division 1190 hommes. Le 16e RCT compte 962 pertes. À cela, il faut ajouter les pertes des hommes du génie, ainsi que les unités de soutien comme les bataillons de chars, soit un total de pertes compris entre 1500 et 2000 hommes. La première division a donc payé le plus lourd tribut sur cette plage. En face, les Allemands, même si les chiffres ne sont pas clairement établis, ont perdu aux alentours de 250 à 350 hommes.
ce qui est peu en vue des pertes américaines, mais cela s'explique par leur faible nombre dans le secteur. Les combats pour la plage d'Omaha ont donc été difficiles, mais le martyre des soldats ne va pas s'arrêter là, car les voilà tous engagés dans ce que l'on va bientôt appeler la bataille de Normandie.